Chers AS ici présents, alors en vidéo vous les voyez pas, mais ils sont une vingtaine à peu près. Et moi je vois plein de petites bulles au-dessus des têtes avec des questions. Ah, donc c'est le moment. Qui veut commencer? Et on va à chaque fois reformuler vos questions pour des questions Le micro. de micro. Ouais, donc Mika a posé la question de savoir si il fallait pas réviser la manière dont on pourrait penser à changer d'aile, puisqu'aujourd'hui, même avec des A, on arrive à faire des gros parcours. Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, je sais pas, peut-être passer un nouveau brevet ou autre chose pour dire, bah voilà, non, vous êtes qualifié, entre guillemets, pour passer sur une aile de niveau supérieur. Qui veut? Qui se lance? Alors moi, j'ai pas la réponse, mais je veux bien donner mon avis. Ouais, c'est pas évident. C'est la grande difficulté quand on a des pilotes autour de soi qui sont en pleine progression et qui ont des objectifs de vol. C'est vrai que c'est eux-mêmes nous posent la question à partir de quel moment je peux changer de catégorie de voile, etc. Et ben c'est pas évident, honnêtement, la réponse est très difficile à donner. Et effectivement, je pense que peut-être pour passer sur une catégorie des ailes performantes, à partir peut-être d'un certain allongement, on pourrait dire ce serait bien de valider au moins un CIV. C'est ce qu'on dit avec des procédures où on sort vraiment du domaine de vol, pas que sur des asymétriques. Je pense qu'effectivement ça pourrait être une bonne idée, mais il risque d'y avoir une levée de bouclier parce que dans le vol libre, la liberté, c'est pas seulement de ne pas avoir de moteur, c'est un peu comme l'alpinisme et que je pense qu'il y a beaucoup de pilotes en tout cas qui sont encore à se dire je veux pouvoir, enfin personne n'a le droit de me dire ce avec quoi je dois voler. Donc ça ne sera pas facile, mais c'est un vrai questionnement qu'on doit tous se poser et qu'on s'est tous posé dans nos progressions. Exactement, ouais. Enfin, moi, je suis un peu comme Cédric, moi, pour tout ce qui est, on va dire, accès à la compétition, oui, je serais peut-être plus amène à dire on valide par effectivement, éventuellement un CIV, éventuellement un, on va dire, alors pas un brevet, parce que voilà, ça fait encore une strate de plus à mettre en place. Après, que ce soit une A, une B ou une C, ou des voiles qui sont aujourd'hui accessibles tout public, globalement, c'est plutôt la personne et sa sensation et son feeling et sa pratique qui doit définir s'il doit aller chercher, quel type de voile il va chercher. Et donc à travers la discussion, la personne, si elle est consciente de ce qu'elle va chercher, ce qu'elle veut faire, en fonction de sa forme de pratique, et ben voilà. Moi, je suis plus dans cet esprit-là finalement que dire il faut un brevet encore en dehors de la compétition, on va dire. En dehors de la compétition, que ce soit le hike and fly type X-Alp entre guillemets ou la compétition en dehors de la CFD, où là on pourrait se poser la question effectivement pour passer sur des voiles un peu plus allongés. Ouais. Une autre question? Ouais. Donc la question portait sur le parachute de secours et portait sur le fait que bah voilà, les parachutes de secours normalement doivent être réformés au bout de 10 ans. Pourquoi on n'envisage pas une procédure de révision des parachutes de secours qui permettrait de faire durer plus longtemps? Moi déjà j'aimerais savoir, parce que même moi j'ai un atelier de contrôle et je vends du matériel aussi, et je suis pas sûr que ce soit vraiment une loi, c'est-à-dire que ce soit dans le règlement. C'est pas une loi, il n'y a rien d'écrit, d'officiel. C'est une préconisation. Dans ce qui est du textile, nous on travaille avec on a la chance de travailler avec une personne qui était chez un manufacturier de matériel de montagne. Et chez eux, c'est un peu pareil. Et ils donnent des durées de vie sur le textile, et 10 ans, c'est le max. Et je suis d'accord avec vous, quand j'ai un client au téléphone qui me dit mon parachute, il est en bon état, je l'ai bien stocké, je l'ai aéré, je l'ai replié 2 fois par an, faut que je le change, des fois, en off, je lui dis non. Voilà. Mais honnêtement, pas parce que je suis pas pour spécialement vendre des choses si c'est pas utile. Et donc, c'est compliqué, sauf que c'est compliqué de tester un parachute de secours, mesure à déchirer, résistance à déchirure, une fois qu'il est endommagé, le parachute de secours, pour changer un panneau, ça va être cher et compliqué. La porosité, quand le tissu est neuf, il est déjà poreux sur la plupart des parachutes de secours, donc c'est délicat. La résistance des suspentes, on sait qu'il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on viendra vers... Peut-être que le paiement entraînera là-dessus aussi, je pense, un jour, pour faire des tests. Mais entre votre parachute, vous, qui est peut-être bien stocké et tout, puis quelqu'un d'autre qui l'a pas moins bien stocké, en 10 ans, vous avez 2 produits différents. Il y en a un, le jour où il va être utilisé à moins d'un mètre seconde en autoroute, et ce jour-là, pas de chance, ça claque, il marche pas. C'est compliqué, quoi. Puis après, on aura un autre paramètre au-delà de la résistance structurelle, ça va être le fait que le parachute soit amorti, qu'il soit stable. Parce que ça, c'est un questionnement qu'on doit avoir quand vous repliez des parachutes. Même si tu as une tyrolienne, tu as dû en replier 15 000. C'est qu'il y a des vieux parachutes où, tu sais, à la place de l'apex, il y a une corde d'escalade qui n'est pas du tout du même diamètre et du coup, ça ne va pas rétrécir à la même vitesse que le reste. Et on sait, quand on avait fait les pré-tests chez Zoller de mise au point des parachutes, on s'était rendu compte que la longueur de l'apex
à 5-10 cm, ça fait qu'il est stable ou instable. Moi, perso, je me suis retrouvé sous un parachute qui était instable. C'est-à-dire que C'est pas cool. quand c'est instable, tu montes plus haut que l'horizon. Et puis là, tu es comme ça, tu attends, tu subis. Donc ça peut être vraiment... Si tu t'imagines toucher le sol comme ça peut être un vrai souci. Bon, sans Je aile. pense. Sans aile à Sans côté. aile, oui, bien Voilà. sûr. L'aile, normalement, Qui est elle bien va quand même stabilisée, stabiliser. Mais on voit des vidéos en cible où on voit des parachutes qui sont instables, même avec la voile. Donc je pense que c'est quand même un facteur important. Et ce qui serait intéressant, ce que tu dis Laurent, c'est que la PMA ou que le labo de la Fédé se penche là-dessus, c'est-à-dire qu'on prend des parachutes avec des longueurs d'apex différents et on refait le test d'homologation de mise sur le marché. Parce que je pense qu'en termes structurels et de résistance, les parachutes qui y a 20 ans, ils sont plus solides que les parachutes light qu'on fait maintenant. Autre question. Ouais. Non, mais la recommandation, elle impacte d'ores et déjà la pratique encadrée. Là, c'est clair que voilà, il y a des questions qui font que ils peuvent pas tellement prendre leurs responsabilités, j'ai envie de dire. Après, le pilote, oui, il peut un peu plus prendre ses responsabilités. Et puis après, je pense que ça serait souhaitable qu'on travaille là-dessus. Bah voilà, on est dans une société qui prône le recyclage, qui prône la réutilisation. Bah voilà, jeter pour jeter alors qu'on sait que c'est bon, c'est sûr que c'est dommage et il faudrait aller vers un protocole de test, ça serait super. Une Autre question. question, Seb Seb posait la question de savoir si les ailes de ligne et ce développement de ces ailes de ligne qui développent plus de plaisir, plus de performance, etc. Ça a l'air tout positif comme ça, mais malgré tout ce qu'on a dit sur la formation, est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie à cette amélioration? Pour vous faire sourire, c'est le prix, je pense déjà. Voilà. Parce que le travail de voilerie dans une voile avec des lignes, il est juste dingue, quoi. C'est ce que j'allais dire. Mais Le ça, problème, la contrepartie, elle est là. Plus on va complexifier l'intérieur, plus le prix va être élevé. Et je pense que ça va être la limite pour les fabricants. C'est pas à mon avis, ce ne sera pas le fait qu'on va gagner en performance, ça va être plus facile, etc. C'est le prix, les gens seront peut-être plus capables de mettre 6 000, 7 000 euros sur des voiles comme ça. On y va, hein. On y va droit. Hein. Ouais. Donc il y a un moment donné, c'est ce que je disais à Jean-Marc au téléphone en aparté, c'est que la régulation ne se fera pas par la performance et l'accessibilité, elle se fera par le prix. Où les gens ils se diront ça doit être génial, et à un moment donné, c'est quand même hyper cher. Alors quand on fait un investissement sur 10 ans, ça va. On se dit bon, maintenant moi je passe une voile par an, je me pose moi la question. J'achète ma voile, hein, je suis comme tout le monde, on ne me la donne pas. J'achète, donc derrière, si j'achète une voile, bah, c'est. Voilà. Il y a un moment, c'est le prix qui devrait, je pense. Après, dans- différence, pardon, Vas-y, vas-y. la différence aussi qu'on va avoir avec des deux lignes, c'est que quand même, quand il y a deux lignes, forcément, il y a moins de suspente et il y a plus de place pour que le tissu vienne se coincer. Donc ça veut dire qu'en cas de grosse crêpe, c'est-à-dire sur toutes les procédures d'homologue, tout ça, ça va bien aller. Sur ce qu'on va vivre en général, des fermetures, des asymétriques, ça va bien se passer. Après, quand on va prendre la grosse boule, quand on est pouli là, hein, là, ça risque de ne pas se reconstruire aussi confortablement qu'une 3 lignes. À mon avis, la vraie différence, elle sera là en termes de comportement. Après, en vol, si tu essayes, parce qu'en fait, la Volt 4, c'était la remplaçante de l'Hero au départ, une Hero 2. Et du coup, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait le même profil en 2 ou 3 lignes. La seule différence sera ce qui se passera à l'intérieur de l'aile. Et pour vraiment parler, pour l'instant, on ne sait pas. Je pense que les constructeurs, les concepteurs le savent, qui ont mis au point de ces CA en 2 lignes. Ils ont dû faire la même en 3 lignes pour voir la différence. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas le recul. Guillaume? Ouais, alors, Guillaume posait la question de savoir si, en utilisation treuillée, dans la conception des ailes, on réfléchissait justement à l'idée où on préconisait finalement l'idée d'utiliser par exemple l'accélérateur pour éviter les risques de décrochage et savoir aussi si le treuillé était compris dans les tests d'homologation. Donc non, au niveau de l'homologation, non. Par contre, quand on fait des tests d'homologation, par exemple avec le labo de la Fédé à Aérotest, on va à la Pobla des Ségours en Espagne et on décolle au treuil. Mais c'est hors procédure. C'est-à-dire que c'est juste l'aspect, et quelqu'un bricole notre accélérateur, non, ça c'est pas prévu. Mais donc non, ça entre pas, en tout cas au niveau de l'homologation, c'est pas du tout quelque chose de pris en compte. Et ni de la conception non plus. L'utilisation d'accélérateurs en vol. Ouais, ça, j'ai pas entendu. Non. Question. Vas-y.
Avec l'évolution du matériel, est-ce que justement comme les voiles sont plus solides, est-ce qu'on va plus vers des comportements de pilote finalement qui vont dire ah bah oui mais je ferme moins qu'avant donc j'ai peut-être moins besoin de compétences de pilotage. Est-ce que ça endort les pilotes, Est-ce ces que ça voiles? C'est endort pas un les danger. pilotes Alors, je pense que ça endort un peu les pilotes, nous y compris. Mais après, on a toujours conscience, et je pense qu'il faut garder cette conscience-là, que un parapente, ça reste souple. Là, aujourd'hui, tous les profils sous lesquels on vole, même si on explique que la Zeno 2, il y a un profil un peu plus réflexe, bon, moi j'ai tout pris dans le nez avec. Hein. Ouais, le truc, c'est que globalement, on a quand même un changement de pilotage. Avant, on était plutôt sur un pilotage, on va dire, anticipatif, avec des mains qui étaient assez au niveau des épaules, un petit peu basses, avec un point de contact un petit peu présent. Aujourd'hui, on va parler des points de contact beaucoup plus hauts, avec beaucoup moins de pression dans les commandes, et surtout sur des temporisations qui vont se faire beaucoup plus énergiques, pour éviter que la voile elle bascule trop vers l'avant. Donc globalement, il se passe moins de choses, et quand ça débloque, il faut être plus présent. Et plus surtout, on va dire, plus réactif, et comme disait Cédric, globalement, les mains elles vont pouvoir aller vite vers le bas, et il va falloir les remonter vite, et on va bloquer les choses. Donc après, c'est une autre façon de piloter, complètement différente de ce qu'on avait l'habitude. Un vieux pilote, avant, on lui disait, allez, main aux épaules, et tu vas globalement prévenir 80% des fermetures. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Aujourd'hui, on est plutôt à voler en haut dans les commandes, avec un point de contact qui est très faible ou très léger, Pas du tout. et puis voire pas du tout, voire même accéléré, et derrière, de ressentir ce qui se passe vers l'avant, et de savoir si globalement on doit le bloquer ou le laisser faire. Il y a des choses qui se passent devant nous qui sont intéressantes, notamment dans les entrées de thermique, où la voile va basculer vers l'avant et nous tirer vers le haut, donc avec cette sensation où ça nous arrache vers le haut, et là c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, et il y a des sensations, des moments où ça nous tire vers l'avant et ça nous lâche, ça nous va vers le bas, et là ça ne nous intéresse pas, et là il faut bloquer. Et là on va passer sur un pilote qui va devenir très actif, et surtout avec des tempos qui vont être assez violentes, entre guillemets. Oui, Toutes ces préconisations de pilotage, là, Joël, dont tu parles, on apprend ça où en fait? On fait comment? Bon, toi, tu as l'air d'en parler dans tes stages, mais toi, tu es Moi, Annecy, tu es tout seul. C'est mon fond de commerce. Donc, Les pilotes, ils font comment Faites des pour stages apprendre avec ça? Alors, c'est de la formation continue, hein, d'adaptation à ce nouveau Ben, matériel. Est-ce que oui. c'est dans le CIV qu'on retrouve ça? Pas véritablement, j'ai pas pas l'impression. que. pas que. Comment on fait pour se mettre à jour sur ces... Je pense Sur que ces c'est le manières partage, pilotées. le partage entre pilotes. Après, on peut espérer que son moniteur qui nous apprend à voler nous sensibilise déjà sur ces sujets. Je pense. Il faut soit des moniteurs qui volent. Et puis après, je pense que c'est le partage des pilotes qu'on a tous. Enfin, moi, je sais que perso, c'est un pilote. On a fait des stages, mais quand on fait de la théorie pendant 2 heures, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on te dit que ce que tu retiens. Donc, c'est pas toujours évident de se rappeler de tout. Et parfois, il vaut mieux une petite phrase sur un événement, un pilote qui nous connaît. Et c'est là où vous avez, à mon avis, tout votre rôle et votre importance. C'est de dire, là, tu vois, sur ce coup-là, il aurait peut-être fallu penser à faire ça. Ou quelque chose comme ça. Moi, je sais, c'est ce qui m'a permis vraiment de progresser. Une action de pilotage, c'est un pilote qui était ma référence et qui m'a dit, voilà, quand il se passe ça, tu fais ça à cette vitesse. C'est-à-dire qu'il m'a mimé le truc. Comment on évite une fermeture quand il y a une variation d'incidence, qu'on sent que son aile, son bout d'aile veut attaquer. Là où c'est facile, c'est en thermique. L'action de pilotage, c'est bam bam. Voilà, c'est ça une action de pilotage. Donc, une fois qu'on a compris ça, je pense que la difficulté, je pense, Manu, que tu sous-entends, c'est de savoir à quel moment on plante les mains, à quelle vitesse, jusqu'où, et à quel moment on est capable de les relever ou de les relâcher. Et ça, oui, ça c'est le partage de pilotes, des expériences, peut-être des vidéos aussi. C'est à travers le partage d'expérience, je pense. Les débriefings aujourd'hui, c'est pas que la performance, etc. C'est à travers le pilotage, dans les zones où on est allé, comment ça s'est passé, les ressentis des pilotes. Et derrière, c'est ce partage-là qui est hyper important. Et aujourd'hui, globalement, c'est compliqué de dire aux gens tu dois avoir 500 grammes dans les mains, 300 grammes dans les mains. C'est vraiment de trouver ces tempos qu'on doit avoir à des moments donnés. Et entre guillemets, la violence qu'on peut y mettre, parce que ça peut être ça, hein, sur des voiles de compète, ça peut être très violent. Hein, ça peut être à un moment donné, les baies, on les prend et on les met en bas. Hein. On ne se pose pas de questions avant de les relâcher. C'est pas j'y vais doucement. Et à côté de ça, derrière, c'est tout cette évolution du pilotage qui est compliquée pour les. Je reviens à ça, hein, c'est compliqué pour nous, vieux pilotes, et je m'inclus là-dedans parce que moi j'ai ancienne génération où avant on lâchait surtout pas la voile, on touchait l'accélérateur que quand on avait besoin, et aujourd'hui c'est tout le contraire. On est là-haut, on est poussé à fond dans notre cocon, et puis quand ça merde, on tire tout. Et j'exagère un peu, hein, mais globalement on est à peu près là.
Et ce changement d'esprit, il est compliqué à faire prendre conscience à tous les gens qui ont déjà 10 ans d'expérience, 10-15 ans d'expérience. D'accord, mais il n'est Qui pas prennent de non l'âge plus aussi. sur l'ensemble de la gamme, sur toutes les voiles. Non, Là, non, mais là, on globalement- parle quand même d'un segment. Globalement, si particulier. tu veux, pour rebondir, on forme des gens, même si on est en initiation, on forme des gens qui sont susceptibles d'aller vers ça. D'aller jusque Et à un moment donné, il faut peut-être aussi qu'on en parle dès le début. Je vous Passez-moi- dis passez-moi. juste un petit truc. Ce qui est important quand on parle de ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la détente Exactement. en parapente. C'est-à-dire des fermetures, c'est pas un souci. Mais si vous prenez une détente, parce que juste pour quand on vous dit il faut rester bravo, on est bravo. Mais nous, quand on vole, quand on raccroche le relief, quand on se fait assaisonner, on n'est pas bravo. hein. Non, c'est bien. On met du frein et on tient et il n'y a rien qui bouge au-dessus de la tête. La détente des suspentes, hein, pas Ah la oui, détente. oui, la détente. Mais ça peut être la détente. Non, non, ça, ce qu'il hein. faut éviter, parce que là, on parle, même si vous prenez la voile aujourd'hui qui offre le plus de sécurité passive du marché, si vous faites n'importe quoi, vous faites un décro, vous le relâchez au mauvais moment, vous restez bravo en tenant vos élévateurs, ça va passer devant, vous pouvez tomber dans la voile. Même avec la voile qui offre le plus de sécurité passive, il faut que ce soit bien clair. Et pareil, sur une asymétrique, si ça part sur le côté, une attaque oblique, si ça détend, ça pue, hein, ça va cravater instantanément, quel que soit le modèle de voile. Donc ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la détente. Thibaut. Donc, est-ce que la norme ENB, elle ne devrait pas être divisée en deux pour séparer les B pour être data access et puis les autres Ça fait 3 ans que c'est sur la table du WG6. Et comme on disait, il y a toujours un peu d'inertie entre il faut que tout le monde soit d'accord et qu'après ce soit validé. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est d'accord, il y a quand même encore 12 ou 18 mois avant que ce soit. Mais c'est prévu. On va distinguer les B. En fait, la vraie distinction au niveau de la procédure, ce sera que les B access, on va dire ça, c'est pas ce terme-là qui a été retenu, elles auront des B que sur les manœuvres accélérées. Et qu'à partir du moment où tu prends un B sur autre chose qu'une manœuvre accélérée, tu vas passer dans une catégorie qui aujourd'hui passerait en B, mais qui aura une autre appellation. Je pense que c'est ça qui est aussi important de lire après le rapport d'homologation, parce qu'une B elle peut être tout en A sauf une manœuvre. Et puis si en fait c'est la manœuvre, on peut se dire bon celle-là, si j'accélère jamais à fond, Je le fais bon, pas finalement souvent. Ah ouais. j'ai une A quoi. Donc c'est aussi à mettre en relation de ça. Et puis après, on va tous saucissonner. Saucissonner. Ouais, on va séparer les classes. Tout ça. Et bon, à la fin, le résultat, les gens, il faut qu'ils sachent avec quoi ils vont voler, qu'ils lisent bien le programme de l'aile et qu'ils se disent, bon, ok, ça me correspond pas. Et à ce moment-là de son parcours de pilote ou d'où on habite, d'où on vole, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et un mec qui fait du soaring avec une D au bord de mer, c'est pas déconnant, hein, même si il ne faudra pas qu'il vienne ici dans le Tyrol en été, voilà. Mais voilà, c'est adapté. Et je pense que c'est aussi ça à prendre en compte, et c'est aussi ça là, dans la formation à dire attention, vous avez le niveau d'aile, et ça il y a dans d'autres domaines de vol, moi je suis du 3 axes à côté en ULM depuis 10 ans, il n'y a pas de classification, l'ULM il est ULM, point barre, mais entre un ULM, il y a de tout, comme dans les ailes. Et il y en a, vous bougez à peine, quoi. Le bras il bouge pas, et il y en a d'autres, pour y aller franco. Mais ça, c'est des commandes on connaît les machines, les instructeurs forment dessus. C'est un peu différent. Voilà. Mais donc, pour moi, ça ne va pas améliorer beaucoup la sécurité, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, si on lit le rapport, et puis on le sait, quand on achète une B, si elle est une B access, ou si c'est plutôt une B haute, et on devrait être capable de se dire, voilà, j'ai quand même deux voiles différentes. Je pense que tu dis, il y a quand même quelque chose d'important dans la relation avec les moniteurs aussi, les formateurs. Et les vendeurs, ouais, bien sûr, qui connaissent les produits et qui ont souvent volé. Ouais. Ouais. Et puis qui connaissent aussi les pilotes, c'est-à-dire que les moniteurs, quand ils ont formé des gens, ils connaissent les les pilotes. Ils se connaissent le mieux. Moi, j'ai volé en C, je vole de moins en moins avec la famille, entre autres. J'ai volé à Step Light plusieurs fois. Et une fois, je fais une B haute, je suis allé me poser parce que c'était en printemps, c'était trop fort par rapport à mon volume d'or que j'avais fait. Je vais me poser. Mais je vole avec une Leaf parce que je trouve que ça me va bien par rapport au nombre d'heures que je fais. Et puis, si dans 2-3 ans, je remets à plus voler, bien sûr, j'irai peut-être chercher des voiles un peu plus performantes parce que j'aurai le volume d'heures qui correspond. Et là, c'est la sécurité, on la rejoint là, je pense. Alors, est-ce qu'il y a dans les homologations, est-ce qu'il y a des couples d'homologation entre sellette et aile, en fait, pour savoir s'il y a des selles compatibles ou non compatibles? En fait, il y a une géométrie des sellettes qui sont acceptées pour l'homologation, qui est précisée, c'est des mesures en centimètres. Et par exemple, on ne fait pas de test avec des cocons. C'est déjà arrivé. Je sais qu'Alain Zoller en Suisse en a fait. Et voilà, les résultats seraient très différents. Très différents.
Mais il n'y a pas de, vraiment, à ma connaissance, après c'est chaque constructeur, parce que malgré tout, les personnes qui connaissent le mieux le matériel, c'est pas à l'homologation. Parce que par exemple, on va homologuer une voile, si tout se passe bien, en 3 vols, c'est la voile, ok, on a fait toutes les manœuvres, on a doublé ce qui puait un peu, tout est nickel. Par contre, les constructeurs et les metteurs au point, eux, ils passent du temps à voler sous les ailes, et eux, ils connaissent vraiment bien leur voile. Donc, moi, je pense, et de l'expérience que j'ai la chance de pouvoir essayer plein de matériels différents, je vous garantis que les constructeurs, en fait, ils n'ont pas qu'un discours commercial. Hein. Ils ont vraiment un discours, ils connaissent très bien leur matériel. Et moi, en tout cas, je vous dis, moi, je leur fais confiance. C'est-à-dire que je lis jamais, quand je dois essayer une voile, je lis jamais ce que le constructeur raconte dessus. Mais une fois que j'ai fait mon essai, que je l'ai rédigé, je vais lire ce qu'il dit et c'est exceptionnel qu'il y ait un désaccord. Exceptionnel. Après, c'est compliqué de tester les couples voile sellette avec tout ce qui est sur le marché. C'est infaisable. Donc, soit à un moment, on dit la géométrie d'une sellette, elle doit être comme ça. Et là, on bride tout. Et c'est dommage pour l'amélioration de l'activité, du marché. Voilà. Il ne faut pas venir vers ça, je pense. Mais c'est pas aussi pour ça, souvent qu'on dit de changer la voile puis la sellette, mais pas les deux en même temps. Moi, la seule fois que j'ai fallu m'en mettre une en 30 ans de vol, c'est quand je suis allé voler un soir avec Pierre et que j'avais pris une sellette dans les stocks et puis une voile là. Et je connaissais ni l'un ni l'autre et voilà, ça a fait mal se finir. Et donc j'ai compris ça. Et donc après, il y a des géométries plus ou moins standards, il y a des modèles plus ou moins, on va dire, qu'on connaît, que les revendeurs connaissent, que les moniteurs connaissent, stables ou pas stables, qui vont bien avec tel type d'aile. Et moins bien avec d'autres, mais il n'y a pas de vérité. Et je pense que ça, c'est vraiment en s'enseignant auprès de professionnels de l'activité qui connaissent les produits, qui vont pouvoir vous en parler. Est-ce que vous recherchez aussi? Juste, je fais un petit point de temps. En théorie, il nous reste encore une demi-heure, mais ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que peut-être on prend juste encore 2 ou 3 questions formelles avec les spots et la caméra, et puis ensuite on s'arrête pour un moment d'échange plus informel au bar avec nos intervenants. Juste, Donc les 2-3 dernières questions donc, publiques. Rémi. Je fais juste par rapport au problème voile-sellette. Aujourd'hui, c'est prépondérant. Enfin, pour moi, c'est la chose qui est le plus contraignant pour nous. On voit arriver des super bonnes voiles, des super bonnes sellettes, et on sait qu'il y a des voiles avec certaines sellettes qui ne marchent pas du tout, voire qui sont dangereuses. Et nous, en stage, on en a. T'as un exemple à nous? Non, parce que globalement, tout de suite, on va dire c'est la voile ou le sellette. Oui, par exemple, je prends un truc tout con, tu prends une colibri de chez Cortel, tu la mets avec des sellettes avec des voiles qui sont un peu maniables, voire instables, ça marche pas du tout. C'est même dangereux. Donc derrière, si tu veux, on a cette problématique-là. En volant, on s'aperçoit qu'il y a des couples qui marchent absolument pas, et même chez certains fabricants, avec des anciennes sellettes. Je vais prendre un exemple tout bête chez Jean, avec à l'époque, maintenant c'est révolu, la Carrera et la première Genie Light. C'est le même fabricant. Quand elles sont sorties, les deux ne marchaient pas ensemble. C'était dangereux. D'accord. Il y a une sellette qui était sortie 5 ans avant la voile, et derrière, on savait que ça ne marchait pas. Maintenant, c'est révolu parce qu'elles n'existent plus, ces voiles-là. Mais donc, ça fait partie des choses où nous, moi, en tant que moniteur, j'y fais hyper gaffe. Et comme disait Laurent, quand on change de voile, si on a l'intention de changer de sellette avant, change d'abord de sellette, et après, essaye la voile que tu as envie d'essayer avec. Le couple voile-sellette, c'est le plus important. Je rappelle que la sellette, pour moi, c'est les pneus d'une voiture. D'accord. On a des Ferrari là-haut, il y en a qui ont des pneus de 2 chevaux sur une Ferrari. On ne peut pas prendre un virage avec. Pourtant, la voiture est bonne, les pneus sont bons, sauf que les deux ensemble ne marchent pas. Et ben, c'est à peu près pareil. Notre organe de pilotage, il ne faut pas oublier que c'est la sellette. Hein. Donc tout ce qui passe à travers la sellette, c'est ce qui va nous permettre de piloter notre voile. Donc voilà. Ce serait pas mal que ce savoir que tu détiens et que d'autres détiennent sorte dans la communauté ou autrement. On en parle beaucoup, enfin moi j'en parle beaucoup, je pense que Cédric c'est pareil, Laurent ils sont aussi dans cet esprit-là parce qu'on leur fait des retours. Donc après, après c'est sensibiliser les gens qui sont à travers vos clubs. Le matos il est tout bon, tout est bien, mais sauf qu'il y a des choses qui ne marchent pas ensemble. D'abord Rémi, parce que la question que pose Rémi, c'est de savoir si avec l'augmentation du nombre de pratiquants, etc., est-ce que ce milieu qui est très familial finalement, où tout le monde se cause et où la connaissance finalement circule relativement bien sur ces choses-là, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que justement cette cohérence elle soit maintenue dans l'avenir en fait en termes de... Moi je pense que globalement il va y avoir des gens qui volent, des moniteurs qui volent, il y a plein d'écoles où les gens ils volent vraiment, il y a plein de moniteurs partout qui volent beaucoup. En tout cas dans notre région ici, moi je fais référence à cette région-là qui va de Chamonix à Grenoble, on va dire, parce que je vis là. Tous ces gens qui volent beaucoup, ils ont des retours d'expérience, ils sont capables
ils sont capables de rendre, on va dire, leur expérience à eux et ce qu'ils ont vu à travers leurs élèves, etc. Et je pense que c'est le meilleur moyen. Et pour Ah, vous, Après, je pense que globalement, aujourd'hui, il faut que les pilotes ils prennent conscience que de temps en temps, il va peut-être se recycler, entre guillemets. Quand je parle de recyclage, c'est pas péjoratif, c'est de dire, à un moment donné, ça fait 10 ans que je joue tout seul, peut-être qu'une petite journée ou petit week-end avec le club, avec des gens qui ont une vue un petit peu différente dans une région où ça vole un peu plus, et t'amènera peut-être un petit peu une ouverture d'esprit sur ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu. Ça ne veut pas dire que globalement il faut faire des stages toutes les semaines. Hein. Moi, je suis loin de tout ça. Allez, on prend 2 questions encore. Gilbert. Gilbert. Alors, Gilbert posait la question des profils réflexes. Est-ce qu'il y a une généralisation de ces profils et qui explique qu'on ait moins besoin d'avoir les mains basses ou... Alors, les vrais profils réflexes, on les a en paramoteur. C'est-à-dire que c'est spectaculaire. Et en termes de comportement, c'est des... Juste peut-être un Ouais. point pour de vulgarisation, peut-être expliquer un petit peu ce que Oui, c'est que le c'est que profil le profil. réflexe. Ouais, le profil réflexe, c'est qu'on a la goutte d'eau, on a le bord d'attaque. Sur un parapente, on va dire pour simplifier les choses, considérez que l'intrado, c'est une ligne droite à l'horizon. Okay, bon, c'est pas vraiment à l'horizon, c'est un peu incliné. Mais pour comprendre un profil réflexe, on a sur le dernier tiers du profil, un profil qui va remonter. Sur les deltas, je pense que c'est pareil. Et du coup, voilà, sur les paramoteurs, il y a une utilité parce que ça permet de voler très vite et d'avoir une voile au-dessus de la tête hyper solide. Après, nous, on a fait des tests, évidemment, pour vérifier ce qui se passait hors domaine de vol. Je pense que si les pilotes de paramoteurs savaient ce qui se passe, quand on tire, quand on prend une demi-aile sous une aile avec un profil réflexe, parce que ça part en tumbling instantanément, quoi que vous fassiez, ils diraient les choses différemment. Mais donc, aujourd'hui, en parapente, si on écoute des concepteurs comme Luc Armand expliquer, il n'y a pas de profil réflexe en parapente aujourd'hui. Ils parlent sur la... En fait, c'est pour vulgariser un terme de conception qui disent qu'en parapente aujourd'hui, par exemple sur la Zeno 2, ils ont accentué l'effet réflexe. Mais il est ridicule comparé à ce qui est utilisé en paramoteur. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quand même cette évolution qui fait qu'on doit piloter les ailes un peu différemment. Après, le volet bras haut, on en entend parler depuis 25 ans. C'est pas une super nouveauté. Après, que les profils soient plus solides, vraiment bras haut, effectivement, ça va se généraliser. Parce que je pense qu'ils vont chercher de plus en plus, avec les progrès qui ont été faits au niveau du comportement des ailes en fermeture asymétrique, les concepteurs vont pouvoir jouer justement sur un profil réflexe qui est plus rapide et plus solide et qui va conserver, grâce aux progrès qui sont faits sur les fermetures asymétriques, un comportement à peu près raisonnable. Dernière question. Voilà, on a vu durant ce week-end l'extracteur de parachute de secours conçu par Jean-Philippe Gala. Est-ce que vous avez un peu de recul sur le système? Est-ce que vous pouvez en dire des choses ou avoir un avis là-dessus? Voilà. Moi, j'ai jamais essayé, jamais vu en vrai, j'ai pas vraiment suivi. Mais ouais, je pense qu'il faut essayer avant de pouvoir en parler. C'est un peu l'Arlésienne. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend parler, à travers aussi les roquettes qu'il y avait eu sur les deltas, etc. En parapente, on avait essayé ça moi, je me souviens à l'époque, il y a 30 ans en arrière. Des extracteurs avec des ressorts, des extracteurs avec des systèmes pyrotechniques. Ça n'a jamais vraiment sorti. Voilà, il y a un moment donné, il ne faut jamais oublier qu'en parapente, on peut avoir une collision et que tout système autre que prendre la main et jeter peut aussi poser un problème où ça ne sort pas. Alors, C'est justement Je ne parle même pas de blessés. justement, le système Permet- proposé par permet- Jean-Philippe, permet de il libérer permet la de main. garder la Ouais. poignée. Ah, Donc, non, c'est- je trouve que c'est quand même ça fait 2 ans qu'on a reçu plusieurs fois Jean-Philippe Gala au bureau là, pour bosser avec lui sur ça, parce qu'il y a quand même c'est toujours intéressant, des gens qui se creusent la tête et puis qui essayent d'amener des choses. Ça répond pas à tout, c'est pas la panacée. Il y a quand même un intérêt, on l'a revu fonctionner ce week-end, ils ont refait une démo, un couple là, sur le système qui commence à être bien au point. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après, de toute manière, il faut une action du pilote. De toute manière. Le principal intérêt que nous on voit là-dedans, c'est le jeter un peu énergique, parce qu'il part quand même un peu loin et avec un peu plus de force que pourrait avoir un pilote. Par contre, la direction, elle est unique. Bon, ils ont fait des tests, il semblerait que ça marche même en auto-rotation ou même dans des situations de vol où on peut dire que ça pourrait être défavorable, mais apparemment non. Donc c'est peut-être un bien, mais bon, ça a des contraintes. Donc il y a une cartouche de gaz, c'est du pyrotechnique. Si ça se déclenche dans le sac ou dans la voiture, ou tu prends le parachute en pleine gueule. Voilà. Mais comme tout a son pendant. Donc je pense que c'est positif, que ça fera avancer. C'est un peu plus au point parce que la technique, elle est de gonfler un airbag qui vient éjecter le parachute. Voilà, et ça semblerait
s'installer sur être universel. Ça reste à montrer, mais voilà, nous on a travaillé un petit peu avec un de nos modèles chez nous, avec lui, au début, là ça semble bien abouti, donc ça peut être un plus, parce que le choco il s'ouvre quand même plus vite, parce que ça l'envoie et ça détend et suspend complètement. Donc des fois quand vous êtes à 2 ou 3 secondes près, ça peut peut-être faire la différence. Et puis il y a aussi d'autres plus que moi je vois, c'est le déport de la poignée, qu'on peut positionner un peu où on veut. Donc on peut retrouver des positions de poignée qui sont plus appropriées. Plus ergonomique aussi. Et ergonomique, voilà. Et puis le deuxième élément, c'est vrai que alors ça joue absolument pas sur la décision de tirer le secours, et c'était le principal problème qu'on avait ces dernières années. Donc là-dessus, c'est sûr que ça change pas grand-chose. Par contre, une fois que la décision est prise, peut-être que ça peut diminuer le temps entre la prise de décision et le lancer effectif. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense que c'est le moment de les applaudir.